Canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui parce que je renoue le dialogue avec un fidèle de la chaîne, Jérôme Desté, que vous connaissez très très bien, qui est écrivain de cinéma mais aussi critique de cinéma et qui était déjà venu par 2 fois. La première fois, c'était pour nous parler de Léos Carax, la petite géographie réinventée de Léos Carax qui était édité chez Marest Éditeur. La seconde fois, c'était pour nous parler du cinéaste Ira Sachs, édité chez Aedon. Vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Et aujourd'hui, Jérôme revient pour nous parler d'un bouquin qui a été publié à la mi-juin de cette année, édité chez Marest Éditeur. Je salue Pierre Julien pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et c'est important ce livre aussi parce que ça parle des actrices et acteurs. On va parler de tout ça, mais voilà, c'est tellement rare qu'on se penche sur ça. Souvent, c'est comme on fait partie d'un pays avec une culture très forte sur la notion d'auteur, ce qui n'est pas négligeable non plus, mais en tout cas, voilà, ce livre, c'est celui-ci, ça s'appelle Schneider, Adjani, Delon et les autres, 50 éclats de cinéma. C'est donc édité chez Marest. Vous reconnaissez Schneider dans le film de Claude Chabrol, Les Innocents en main sale. Et voilà, donc je suis très content, Jérôme, que tu sois là. Comment vas-tu? Très bien, Samir, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Eh ben, je t'en prie. Alors, je disais que c'est pas que c'est tellement rare, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez évident, mais en même temps, c'est vrai qu'on a toujours souvent tendance à parler beaucoup plus de celui ou celle qui est derrière la caméra et très peu de ceux qui sont devant, de parler de leur corps, de ce rapport aussi au cinéma, de ce que ça peut dire aussi peut-être de la société. Et toi, le rapport que tu as avec ça, avec les comédiens et les comédiennes, est-ce que c'est quelque chose qui, dans ta manière de voir le cinéma, dans tes écrits aussi, est-ce que ça a été quelque chose qui était très évident depuis le début? Depuis le début, je ne sais pas. En fait, tout est parti d'un précédent livre que j'avais écrit entier sur le Possession de Zulawski, où j'avais consacré un chapitre entier sur Isabelle Adjani et sur la façon dont elle avait construit sa carrière en réaction à ce film sur lequel elle avait vraiment beaucoup souffert et qu'elle rejetait, ce que je trouvais dommage parce que le film, c'est peut-être sa plus belle composition, mais en fait, j'avais tenté de réfléchir sur la seconde partie de sa carrière à partir de ce film. Elle qui avait, dans la première partie de sa carrière, dans les années 70, tourné avec tous les grands réalisateurs, que ça soit Téchiné, Polanski, Zulawski, j'en passais des meilleurs, Truffaut évidemment, et à partir de Possession, on s'aperçoit dans sa filmographie que les grands noms des cinéastes sont en partie absents de cette filmographie, c'est-à-dire que pour Camille Claudel, c'est elle qui va monter le projet et déléguer la mise en scène à son ancien compagnon et directeur de la photo, Bruno Nuiten. L'été meurtrier, on voit une actrice en train de faire une performance, mais le metteur en scène le film, on s'en rappelle parce que c'est Adjani, et Jean Becker, c'est pas un immense metteur en scène, etc. Ensuite, elle a signé un contrat avec Michel Halberstadt et Laurent Pétain pour 3 films, dont pareil, elle a englouti d'une certaine manière les cinéastes sur son passage, c'est-à-dire que qui parle encore aujourd'hui de, je sais pas, Laetitia Masson, Philomène Esposito, je pense même au Subway de Besson. Donc voilà, j'avais essayé de réfléchir déjà dans un premier livre, juste au cours d'un chapitre sur ça. Et je me suis dit un jour que voilà, on manquait la dernière politique des acteurs en livre, ça remonte à Luc Moulet, donc c'est quand même, ça remonte à assez loin. Quand on regarde, quand on feuillette, je sais pas, les cahiers oppositifs, ils s'arrêtent une fois tous les 5 ans, voire tous les 10 ans sur les acteurs et réfléchissent sur le rôle qu'ils jouent tous, mais voilà, ça manquait un peu. Et je m'étais dit que personnellement, ça m'intéressait de poursuivre cette première tentative que j'avais effectuée avec Adjani sur Possession. Mais comment tu peux expliquer ça, cette idée, enfin cette situation-là très inconfortable? Et là, plutôt, je parle vraiment de la part de la critique de cinéma. On en fait partie, mais qu'est-ce qui fait que on met du temps
on met du temps, un moment, à regarder les comédiens et les comédiennes, à écrire sur eux. Comment ça se passe? Je pense que c'est lié à l'histoire du cinéma français, c'est-à-dire que avec la nouvelle vague, l'acteur était plutôt associé à la qualité française, donc aussi au scénario, et entrait d'une certaine manière en opposition avec l'auteur. Je pense que la nouvelle vague, qui en plus parallèlement a créé un système parallèle de Star System, parce que Jean-Pierre Léaud, Anna Karina, Stéphane Audran, Bulogier, Belmondo, même Belmondo, ce sont tous des stars à leur manière. Donc, je pense que c'était lié à une qualité française. Ensuite, dans les années 70, le côté vedette de cinéma, le fait qu'Art Média est mis enfin, il créait des films sur le nom de vedette, c'était pas forcément synonyme pour la critique de qualité. Dans les années 80, c'est un peu l'inverse, puisque c'est un peu l'esthétique qui prend le pas sur les acteurs. Et puis la crise que connaît le cinéma français au milieu des années 80, avec la télévision, puis d'autres problèmes, fait partir les acteurs vers la télévision, et puis les fait pas disparaître, mais change un peu leur statut. Et puis ils reviennent dans les années 90, quand le cinéma c'est une espèce de nouveau cinéma français, a besoin de créer de nouveaux personnages, un nouveau besoin de personnages, ces personnages qui avaient disparu dans les années 80. Et là, on a besoin d'acteurs qui arrive à jouer des personnages assez typés. Je pense à une actrice, par exemple, comme Karine Viard, qui commence chez Châtilliez ou chez Jean-Pierre Jeunet, puis qui continue dans un cinéma, qui continue chez Philippe Harel, chez Michel Spinoza, j'ai un trou, chez Cédric Clapiche, voilà, qui arrive à faire exister en quelques minutes des personnages secondaires au départ, puis après plus importants, et qui de nouveau deviennent des stars du cinéma français. Je pense aussi à Catherine Fro, par exemple, qui a explosé chez Clapiche, et puis qui ensuite est devenue, en tout cas jusqu'à l'année dernière, une valeur sûre du cinéma français. Enfin, tout ça fait que je pense qu'une partie de la critique a une défiance par rapport à l'acteur, et puis, pour être très franc, a toujours privilégié plutôt les acteurs qui jouaient chez les cinéastes que eux défendaient, c'est-à-dire pas forcément les stars ou les vedettes. Et aujourd'hui, comment tu pourrais expliquer le chemin qu'a pris, parce que tu le disais, même tu le dis dans le bouquin, et tu l'as repris là à l'instant, et tu expliquais un petit peu l'évolution comme ça du regard qu'on porte sur les comédiens et les comédiennes depuis les années 50, les années 60. Aujourd'hui, on va dire depuis 10 ans, comment toi tu vois cette évolution-là? Est-ce qu'on est revenu à quelque chose qui ressemblerait peut-être aux années 90, ou plutôt à la télévision, donc les années 80? Ce serait quoi selon toi? Au niveau du Star System ou au niveau du regard de la critique par rapport aux comédiens? Je dirais les deux même. Si je suis un peu plus intéressé. La critique, ça a beaucoup évolué. Quand on regarde le nombre de d'ailleurs, ça a commencé par le cinéma américain. Quand on regarde, je ne sais pas, les livres qui ont été publiés sur Jim Carrey, Schwarzenegger, Stallone, il y en a pas mal. Hein, d'une certaine manière, on récupérait un peu les has-beens, enfin, ceux qui étaient mal vus par la critique, pour en faire justement un objet un peu trendy, un peu. Et puis, ce qui n'est pas encore le cas beaucoup de la critique française, mais il y a aussi des livres. Je sais pas, Muriel Joudet a écrit un livre sur Rupert, sur Gena Rowlands. Donc, si au niveau de la critique, ça a changé. Et puis au niveau du Star System, il continue son petit bout de chemin. Enfin, je sais pas, il y a qu'à voir. C'est même de manière assez caricaturale. Je pense à une actrice comme Virginie Efira ou Léa Seydoux. Alors, quand on regarde le nombre de films qu'elles avaient à Cannes, ou le nombre de films qui vont sortir en septembre avec les deux actrices, peut-être moins Léa Seydoux. Enfin, quoique, elle a bien 3-4 films cette année. Et Virginie Efira, il y a quelque chose d'assez. On a l'impression qu'elle truste chaque rôle féminin, lui les choix. Donc, non, rien de nouveau sur le soleil à ce niveau-là, je pense.
voilà, trois stars qui s'accaparent tous les rôles. Enfin, Marion Cotillard, Léa Seydoux ou Virginie Efira. Puis à côté, un vivier, toujours aussi important, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le cinéma français. Alors, quand on voit la couverture du livre, c'est Romy Schneider, c'est Les Innocents en Massal de Claude Chabrol. C'est toi qui as choisi cette image-là? Oui, oui. Alors, moi, j'ai une petite idée, mais peut-être. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison tu choisis cette image? Alors, ça, c'était bien avant l'hommage à la Cinémathèque et le nombre de livres assez hallucinant qui est sorti sur Romy Schneider, parce que le livre, je l'ai écrit l'année dernière. J'étais pas au courant de la rétrospective. Je sais pas. J'avais vraiment envie au début, j'ai cherché des images le livre devait s'appeler autrement, et j'ai cherché 2-3 images d'acteurs ou d'actrices. J'ai pensé à Delon, à Adjani et à Romy Schneider face à un miroir. C'était le premier titre. Contenait le mot miroir dedans. Et puis ensuite, non, ça m'a paru évident qu'il fallait que ce soit Romy Schneider, mais je ne sais pas pourquoi. Et j'ai cherché justement une image où il y avait quand même un miroir, et j'ai trouvé cette image des Innocents au Massal, le film sur lequel j'ai réfléchi dans le livre. Voilà, mais je ne peux pas te dire pourquoi. Qu'est-ce que tu pensais? Non, mais c'est ça, c'est cette notion comme ça de miroir qui peut être soit déformant, le rapport au réel, et aussi se dire qu'il y a un côté aussi... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le livre parle... Ce qui est central, c'est les tournages. Et donc, il y a les relations entre actrices, acteurs et auteurs, autrices, ou alors même entre comédiens eux-mêmes. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et j'aurais voulu savoir si c'est aussi peut-être... Je ne sais pas si c'est pensé, c'est clair, mais il y a aussi cette manière, parce que quand tu revisites un peu ces tournages, ces histoires, ça n'est pas uniquement calé sur une... Et puis les filmographies surtout, c'est le point de départ de la réflexion. Hein. Le tournage, c'est intéressant, c'est aussi un petit peu anecdotique, mais il fallait que ça soit quand même un tournage, un film à partir duquel s'enroulait la filmographie de l'acteur ou de l'actrice, soit c'était une césure, soit soit il y avait eu une réflexion par rapport à ce que je disais sur Adjani. Elle refusait elle qui avait été martyrisée sur le tournage de Possession, que le cinéaste prenne le pouvoir, donc c'est elle qui prenait le pouvoir, soit c'était par rapport à un personnage, soit par rapport à un partenaire, une partenaire, et à partir de ce moment-là, de ce tournage, de ce point de frottement, je pouvais redessiner et tenter de réfléchir à la carrière de l'actrice ou de l'acteur. Tu écris aussi une forme d'histoire du cinéma français, plus ou moins. La tienne, d'ailleurs. Ouais, oui, ça, je pense que c'était inconscient, mais c'était peut-être l'envie la plus forte. Hein. C'était de réécrire, en effet, une histoire du cinéma français, et qui est forcément subjective, qui est la mienne. Aussi à l'aune des changements qui s'étaient passés les dernières années. Je pense à MeToo. Et voilà, réécrire une histoire du cinéma français avec toutes ces problématiques, mais en essayant de réfléchir et de ne jamais être juge. C'est-à-dire que le principe, c'était de tenter de réfléchir, voilà, pas de porter un jugement moral. Et d'essayer de contextualiser la situation. Voilà, tout à fait, ouais, tout à fait. Bah tiens, on va parler d'un exemple là, de contexte. C'est ce qui concerne... Oui, c'est le chapitre concernant Gérard Depardieu. Alors, le titre, c'est Gérard Depardieu, La Lune dans le caniveau, 1983. La Lune dans le caniveau, c'est un film réalisé par le regretté Jean-Jacques Benex, Et page 83, tu écris l'acteur, donc l'acteur Gérard Depardieu, prendra la sienne parce que, en fait, alors, on va revenir au début. En fait, à un moment, Benex dit, le tournage s'est très très mal passé, et Benex dit, je n'aimais plus Gérard. Il faut aimer ses acteurs. Je ne l'aimais plus à cause de ce qu'il avait fait. Je lui en voulais amèrement. Je me fis la remarque que je ne pouvais pas filmer des gens que je n'aimais pas. Lors des ultimes journées de tournage à Marseille, Jean-Jacques Benex tient sa revanche. Depardieu est tellement pressé d'en finir que le cinéaste fait refaire des prises afin de lui faire rater son avion.
L'acteur prendra la sienne, donc de revanche, lors de la mise à mort du film au Festival de Cannes de 1983. Soutenu avec jouissance par Daniel Toscan du Plantier, pourtant producteur du film et patron de la Gaumont. À la radio, l'acteur prépare le terrain, raconte le mois de retard, les dépassements, oubliant de mentionner ses propres absences et les dédommagements conséquents empochés, fait part de son mécontentement d'avoir tourné La Lune dans l'égout. Je crois même qu'il avait dit que j'ai joué dans un film de merde. Je crois qu'il avait dit ça. Quelque chose comme ça. Que c'était le pire film qu'il avait jamais tourné. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'était fait remettre à sa place dans cette émission par François Perrier, qui avait pourtant tourné le Tartuffe sous sa direction, qui lui avait dit que lui aussi, il lui était arrivé de tourner des mauvais films, mais qu'il avait eu la décence de jamais le mentionner. De jamais mentionner. À micro. Alors, la réaction de Toscan du Plantier face à Benex est plus sanglante encore, historique, car elle fait l'histoire de Toscan, autant qu'elle appartient à un temps révolu. Voilà ce que Toscan du Plantier dit. « Je ne vous cacherai pas que je suis assez mécontent, et j'hésite entre mécontent et déçu. Mécontent me paraît plus approprié. Vous ne m'empêcherez pas de penser qu'un grand directeur de la photo italien aurait été plus à la mesure de vos exigences que Rousselot. Les décors d'Hilton McConico, merci. Assez de vomi. Quant à la musique, la soupe de Yared, c'est quelque chose. Nastya Kinski, bonne embrasseuse, probablement mauvaise baiseuse. Et Victoria Abril, beau cul, je la baiserais bien. » Voilà. Comme je ça, j'ai rien inventé. T'as rien inventé, mais c'est dans les mémoires de Benex, ouais. C'est juste effarant. Et c'est ça, cette idée de contextualiser, de ne pas apporter de jugement. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a quand même de comprendre un peu les résonances avec ce qu'on fait d'aujourd'hui. Comment tu peux expliquer ce rapport que peuvent avoir un acteur comme Depardieu qui décide à ce moment-là de se dire le film il n'est pas pour moi et je vais le casser. Comment tu peux expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Parce que c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire du cinéma, hein, mais voilà, on a cet exemple-là. Comment toi tu peux l'expliquer avec le recul? Tu parles d'un acteur justement pour lequel ça s'est quand même plusieurs fois mal passé, que ce soit sur le Hélas pour moi de Godard, je pense au dernier film d'Éric Zonka, Fleuve Noir, où il a quitté le tournage, on n'a jamais eu l'explication. Depardieu, c'est assez, ça arrive assez souvent. Je crois que c'était un moment où il était mal dans sa vie, de toute manière, sauf que Benex le raconte mieux que moi dans ses mémoires, qui sont très très bien. Je ne suis pas un fou de Benex cinéaste, mais Benex l'écrivain, c'est dommage qu'il n'ait pas pu écrire la seconde partie à partir de 37.2, parce que le livre est vraiment passionnant, je le conseille, ça s'appelle Les Chantiers de la Gloire. Voilà, je pense que je sais pas pourquoi Depardieu s'en est pris si violemment à ce film. Ça s'est en effet très mal passé. Peut-être que c'était pas l'esthétique qui lui convenait. Le film est à moitié réussi. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, Benex, un beau joueur, dit c'est dommage parce que c'est un peu son portrait de Dorian Gray. Il dit que Depardieu n'a jamais été aussi beau que sur ce film, ce qui est un peu vrai. Alors pourquoi ce film? En même temps, il tournait la même année Les Compères et puis Danton de Vajda. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais peut-être que toi tu as une autre réponse dans le sens pourquoi, comment, parce que c'est un livre subjectif, certes, mais et c'est ça qui peut être aussi très compliqué, c'est comment tu choisis ces 50 personnes? Comment tu les as choisies? J'imagine qu'elles sont là depuis un certain temps, en toi en tout cas. Ben, j'avais envie en effet, ce que tu disais au début déjà, de faire une espèce d'histoire du cinéma à l'aune de cette idée du tournage qui s'est mal passé. Et puis, donc, forcément, il fallait que je trouve des acteurs des années 30 qui étaient marquants, ou 40, puisque ça commence avec Gabin sur La Grande Illusion. Maria Cazares, Charles Vanel. Pour chaque décennie, il fallait qu'il y ait les acteurs marquants, puis aussi ceux qui m'avaient marqué, et peut-être ceux qui avaient disparu. Je pense dans le livre, il y a des actrices, par exemple, qui ont disparu, dont on ne parle plus, à ma grande tristesse. Je pense à Marouchka Detmers. Des actrices qui sont plutôt des seconds rôles dans le cinéma français. Je pense à Masha Merrill, qui pourtant a tourné avec Fassbinder, ou Blugier. Voilà, il fallait que... C'est pas forcément les acteurs que j'aimais tous, je crois que ça se sent dans le livre.
je crois qu'on sent quelles sont les actrices ou les acteurs pour lesquels j'ai une préférence, d'autres moins. Mais je voulais qu'à la fin du chapitre, ils en sortent tous grandis. C'est-à-dire que autant le livre décrit leurs échecs, décrit peut-être leurs grands moments et leurs limites en tant qu'acteur, mais je voulais que chacun ou chacune, voilà, c'est quand même, par exemple, je pense à Montand, qui n'est pas un acteur que j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai choisi Tout va bien parce que c'était mal passé, mais j'ai aussi choisi Tout va bien parce que je trouvais que dans ce film, lui, qu'on n'arrive pas à cerner, qui a plein de personnalités, qui était, voilà, comédien, chanteur, homme politique, showman, et ben, le film de Godard l'atomise en plusieurs pièces, et je trouve lui fait atteindre une certaine unité qu'il n'avait peut-être pas atteint dans sa carrière. C'est mon jugement personnel, toujours. Mais qui est louable. D'ailleurs, si on devait trouver comme ça le tic journalistique, on a l'intention de l'auteur, il y a comme ça, page 135 du chapitre, du segment concernant Fabrice Lucchini sur le film Maloute, réalisé en 2016 de Bruno Dumont. Et en fait, moi, je ne le savais pas, mais je l'ai appris en lisant le livre, c'est qu'il avait tenu un journal de bord, du tournage. Et page 100. Alors, pendant tout le film, il ne comprend pas ce qu'il tourne. Il ne comprend pas du tout, il ne comprend pas son personnage. Il dit en gros que Dumont ne communique pas beaucoup avec lui, mais en même temps, il est là. Il est là, s'il est là, Lucchini, c'est qu'il avait envie d'être là, donc voyons. Et nous, on est comme lui, on suit. Et page 134, donc, il écrit, journal intime, en Bleuteuse, le 25 septembre 2015, et il écrit, tu le rapportes, dernier jour de tournage, je termine ce film, abasourdi et sidéré par la puissance de la psyché dans ses affaires de tournage. Dumont est obsédé par l'objectivation. Il n'a jamais manifesté le moindre enthousiasme à la fin des prises, comme un super psychiatre qui épouserait le concept de neutralité en évacuant la bienveillance. Je viens de voir les rushs, c'est ahurissant, c'est puissamment poétique et irrésistible. Quant à mon rôle, je ne me reconnais même pas. J'aurais donc réussi une composition radicale? Pas du tout. C'est surtout Bruno Dumont, le seul responsable de cette métamorphose. C'est lui qui a composé à travers moi. Mon seul mérite, éventuellement, me laisser enfanter. Ça n'a l'air de rien, mais ce n'est pas évident de se laisser enfanter. Ce serait peut-être même le secret du métier d'acteur. C'est ce rapport-là, finalement, qui t'a intéressé. C'est ça que tu retrouves un peu dans tous ces... Ah oui, puis le cas de Lucchini, c'est très intéressant. Enfin, c'est vraiment, quand on regarde Maloute, il y a vraiment un work in progress, c'est-à-dire qu'on le voit vraiment complètement paumé, chercher un personnage, il n'a pas la même voix pendant tout le film. Enfin, on voit le personnage en train de se créer, et ce qui est très intéressant, c'est que je pense que Lucchini, ce qui l'intéresse au cinéma, sauf quand il Catchton, alors là, il est bon, ça, je le mets de côté, mais ce qui l'intéresse, c'est de trouver cette espèce de jeu sobre qui est l'inverse du théâtre ou l'inverse du Lucchini qu'on connaît à la télévision. Et là, ce qui intéresse Dumont, c'est de lui faire faire encore plus de Lucchini, de le pousser dans les excès. Et donc, il y a cette espèce de clash. Et on voit Lucchini, on le voit vraiment dans le film en train de chercher son personnage, mais c'est ça qui rend le film passionnant. Et le travail de Lucchini sur ce film, vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a des cinéastes, un peu comme Bruno Dumont, alors je vais dire un truc qui va peut-être t'horrifier, je m'en excuse d'avance, mais c'est une question. Est-ce qu'il y a comme ça des cinéastes comme Bruno Dumont qui, en regardant très souvent Lucchini à la télévision, jouer, parce qu'il le dit très souvent, Lucchini, moi je suis à la télévision, je joue un rôle, je ne vais pas être ce que je suis réellement dans la vie, sinon tout le monde s'emmerderait. Est-ce que quand Dumont commence à cette intention de filmer Lucchini, il est d'abord le Dumont téléspectateur, donc c'est quelqu'un qui regarde la télé et qui va transformer ce qu'il voit à la télé en quelque chose, en un objet de cinéma. Donc ça peut devenir assez bizarroïde. Est-ce qu'il y a de cela peut-être chez Dumont, et est-ce que ça peut exister aussi aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui viennent maintenant, comme dans les années 40, 50, 60, du musical. Aujourd'hui, c'est plus du stand-up. Et très rares sont certains qui arrivent comme ça à sortir du lot. Et Blanche Gardin, c'est l'une des rares exceptions, mais pour le coup, il faudrait qu'il y ait quelqu'un ou quelqu'une qui a joué chez Dumont, d'ailleurs, qui a joué dans exactement, chez France. Enfin, oui, tout à fait. Voilà. Ah ouais. Voilà, on a un exemple comme ça, par exemple. Est-ce qu'il y a de cela, selon toi?
Alors, tu me demandais s'il y avait d'autres metteurs en scène qui faisaient la même chose, par exemple. Parce que je pense par exemple, pour moi, la plus belle performance chez Piala, c'est celle de Gérard Setti dans Van Gogh, qui joue le docteur Gachet, et qui était un acteur de musical. Enfin, il faisait un peu tout, d'ailleurs, qui a été le souffre-douleur de Piala et de Dutronc sur le tournage, et qui livre pour moi sa plus belle performance. Alors après, ce qui intéresse Dumont, pour revenir à ta question, c'est peut-être ce que tu dis, mais c'est aussi le clash entre les professionnels et les amateurs. Ça qui est génial dans Maloute, c'est qu'on sent Lucchini terrifié à l'idée de perdre le pouvoir face aux amateurs, qui sont de toute manière, les amateurs seront de toute manière meilleurs que les professionnels. Et à la fin du film, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est inversé. Les amateurs sont devenus d'une certaine manière des professionnels, et Lucchini, lui, a perdu tous ses repères et est redevenu amateur et finit meilleur que les amateurs. Donc c'est plutôt ça qui est très intéressant. Je sais pas si tu as vu, là on est dans le bonus DVD, hein, mais je sais pas si tu l'as vu, parce qu'il faut savoir que c'est un livre qui est extrêmement, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, comme tu le fais toujours d'ailleurs, mais tu sais, il y a cette fameuse conférence de presse qui a eu lieu au Festival de Cannes, je crois que tu l'as vu, quand Maloute est allé à Cannes, il y a eu la conférence de presse, et je crois que c'est les 20 premières minutes, et là il y a Lucchini qui fait un show juste extraordinaire, où c'était même très très bizarre parce que je ne connaissais pas encore toutes ces anecdotes, et en gros Lucchini explique que Dumont te fait jouer quelque chose d'assez ridicule sur l'apéro, et tu te dis mais où je suis, et Dumont rit, mais en même temps il est pas à l'aise. Ah ouais, oh, non, enfin, il est Dumont. il est Dumont. Voilà, il est Dumont, et en effet il renvoie à l'eau. J'avais déjà vécu un moment de télévision comme ça avec Lucchini, je me rappelle, je ne sais plus ce que c'était comme émission. Je crois que c'est une émission de Bernard Pivot, où il venait faire la promotion de Pas de Scandale, et était assis à côté d'Isabelle Huppert, il faisait son show. Et elle levait les yeux au ciel, c'était le chaud et le froid. Il y avait lui qui essayait de séduire le spectateur, et sa partenaire et voisine sur le plateau de télévision, et elle qui refusait complètement de rentrer dans le show, et foutait en l'air le show d'une certaine manière, le show Lucchini. Alors, il y a plusieurs... Exactement, il y a plusieurs exemples donc dans le livre, hein, on ne va pas tous les nommer, sinon on n'aurait malheureusement pas le temps, mais il y a Jean-Pierre Marielle, Miu Miu, Yves Montand, Annie Girardot, Gabin, il y a Romy Schneider, donc Michel Soro, etc., etc. Il y en a quelques-uns sur lesquels j'aimerais bien revenir avec toi. Par exemple, il y a Anémone, et voilà, il y a comme ça certains acteurs, actrices qui, comment dire, enfin, on connaît parfois certains, on sait par exemple que chez Piala, c'est toujours très compliqué, on connaît ce qui s'est passé entre Sophie Marceau et Piala chez toi, d'ailleurs tu en parles, mais il y a comme ça quelques-uns comme Anémone par exemple. Pourquoi Anémone? C'est une actrice que j'aime beaucoup, qui d'une certaine manière a refusé, donc le film que je prends, qui n'est pas un très bon film, c'est Le Grand Chemin de Jean-Louis Hubert, où ça s'est mal passé parce qu'il lui demandait de faire un personnage de composition, et elle a toujours dit qu'elle n'était pas une actrice de composition, que d'ailleurs je crois que le seul personnage de composition qu'elle ait jamais fait, c'était celui du Père Noël est une ordure, qui ne lui ressemble pas du tout. Peut-être chez Deville, pareil, qui est Le Péril dans la demeure, qui n'est pas un très bon film, et où elle arrive à effacer les premiers rôles. Enfin, on se rappelle de Péril dans la demeure, on se rappelle très peu de Nicole Garcia et Christophe Malavoie, on se rappelle surtout de la voisine boiteuse et mateuse qu'elle est. Puis c'est surtout une actrice, donc à partir du Grand Chemin, quand elle a été célébrée, quand elle a eu son César, elle devait tourner le rôle de George Sand de La Note Bleue avec Zulawski, que Marie-France Pizy a finalement endossé. Et elle a refusé le Star System. Elle a commencé à tourner avec Gérard Frocoutaz, les films Diagonale, Le Maman de Romain Goupil. Et voilà, elle l'a payé d'une certaine manière. Elle l'a payé parce que voilà, elle disait toujours, je crois, à la fin de sa vie, que le cinéma l'ennuyait. C'était un peu les rôles qu'elle devait endosser. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette image de la maîtresse remplaçante dans Le Petit Nicolas. Et en même temps, c'est... Bon, voilà, c'est le seul bon moment du film. Je me rappelle d'Anémone. Puis bon, je fais une comparaison avec Shelley Duvall. Je me suis dit que si elle avait pu rencontrer, je sais pas, un Altman français, voilà, elle aurait pu faire le livre de Popeye. Non, c'est une grande actrice, Anémone. Grande actrice.
C'est comme aussi avec Brigitte Bardot, où tu insistes beaucoup, souvent on parle beaucoup du mépris, mais tu insistes beaucoup là, sur le film La vérité de Clouzot, avec cette scène, ce final extraordinaire. J'aime pas tellement La vérité, le film, et j'aime pas tellement ce qu'elle fait, j'aime pas tellement ce qu'elle est. Mais je dis que sans La vérité, il n'y aurait pas eu le mépris, et puis sans la vérité ou le mépris, il n'y aurait pas eu Bardot, qui est pour moi une actrice très importante aussi. Et à cause d'elle ou à cause de nous, on a oublié que c'était une actrice. Elle est toujours en vie d'ailleurs. Et qui est toujours en vie. Il y a d'autres comme ça, comme Brasseur. Ah, il y a un moment, parce qu'aussi il faut savoir que tu es écrivain de cinéma et le premier mot est important. Je vais quand même lire pour la troisième fois quelque chose. C'est page 66. Là, pour le coup, je sens que tu aimes beaucoup cette actrice, c'est Béatrice Dalle. Et tu dis, tu écris à la fin, tu dis Béatrice Dalle est une enfant et une très vieille sorcière en italique. Les yeux verts, grands ouverts, jusque dans Night on Earth, c'est le film de Jim Jarmusch, pour ceux qui ne savent pas, engloutissant le troisième œilleton, celui qui grandit ou s'allie, capturant la lumière qui nourrit l'hydre monstrueuse et majestueuse, derrière laquelle courent tous les chasseurs d'images. Une bête tapie ou déployée qui investit le cadre à coups de sensations intimes, d'instincts, de pulsions, le débordant déjà dans le cerveau de celui qui ne pensait que regarder, femme panthère, femme méduse, monstre sublime, chimère, reine de l'hémisphère nord, dévoreuse d'enfants, les siens ou ceux qu'elle extrait du ventre des autres, prostituée mythique et éternelle, pasolinienne. Elle aurait été une superbe Jeanne faucheuse chez Bergman. Il y a comme ça, déjà c'est très bien écrit, enfin voilà, mais ça me surprend pas du tout. Et puis j'ai l'impression que tous ces visages, tous ces corps qui sont dans ce livre, même si parfois ils appartiennent à une certaine période, Menton les années 70, Béatrice Dalle jusqu'à aujourd'hui, certes, mais c'est vrai que dans les années 80, 90 surtout, mais jusqu'à aujourd'hui, ou d'autres, comme Claude Brasseur, j'ai l'impression que tous ces personnages, ils continuent encore d'avoir une résonance avec ce qu'ils sont aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est un livre qui c'est important pour toi de se dire que ça aurait pu être fait hier. Ouais, non, ça le fait, ça c'est extrêmement important, ouais. Vraiment, je pense pas, je suis content d'avoir écrit ce livre. Je peux pas dire autre chose. Voilà, c'était. Je pense qu'il était là et il fallait que je l'écrive. Pour moi, en tout cas. Et ça s'est fait d'une. Là, je vais te poser une question, mais c'est de la cuisine interne. Hein, ça, je sais, mais j'aime beaucoup. Enfin, le procédé de fabrication, ça s'est fait d'une traite ou il y a eu des moments où tu prenais du recul? Non, pas trop. Non, à partir du moment où j'ai décidé, je te dis, c'est parti de ce chapitre de possession, à partir du moment où j'avais décidé j'avais mon concept, et puis surtout, il était là, le livre. Je crois qu'il n'y a jamais eu un livre aussi facile à écrire d'une certaine manière que celui-là. Je suis très franc. Dernière question, et je répète, dans le descriptif, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous tomberez sur le livre, et je vous invite à vous le procurer. On n'a pas tout dit, mais c'est tout à fait logique. Mais quand même, je voudrais une dernière question, c'est sur Kassovitz. Kassovitz et Cédric Kahn. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, dans ce texte, il y a ces deux personnages, ils ont une particularité, c'est que ils sont cinéastes, mais aussi acteurs. Cédric Kahn, et maintenant, enfin, depuis quelques temps, on le voit souvent dans les films des autres. Et ce qui est très drôle, c'est que on ne sent pas. On comprend un peu, peut-être, cinématographiquement, lequel t'intéresse mais tu n'en fais pas vraiment des tonnes. Et ce que tu filmes aussi, c'est qu'il n'aurait jamais pu se voir, sauf dans un film. Ah oui, c'est clair, c'est deux conceptions complètement antinomiques du cinéma. C'est deux cinéastes qui ont, en tant que cinéastes, explosé au même moment, au milieu des années 90, Kassovitz avec La Haine et Métis d'abord, et puis La Haine, et puis Cédric Kahn avec Barre des Rails. Mais ces deux conceptions, on ne peut plus. Voilà. Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est bien qu'on finisse là-dessus, parce qu'en fait, le livre, c'est sur toutes ces schizophrénies et ces courants du cinéma français. Ces avancées, ces reculades, et tous ces pôles, c'est un cinéma extrêmement riche, c'est ça qui m'intéressait aussi dans le livre, c'est de rendre hommage autant aux acteurs, mais aussi que tous les cinéastes qui comptaient, de Renoir à Godard, en passant par, je sais pas, Piala,
Il n'y a pas Truffaut. J'avoue qu'il n'y a pas Truffaut. Oui, mais il n'y a pas Truffaut, oui. Parce qu'il Truffaut. peut-être parce qu'il était sympa avec ses comédiens. Peut-être, mais comme il y a des acteurs qui ne sont pas dans le livre non plus, j'ai pas trouvé le tournage sur lequel ça s'était mal passé avec Michel Piccoli, donc il manque. J'ai pas trouvé. Alors après coup, il y a le conformiste mais plus pour des raisons personnelles. J'ai pas trouvé de film avec Trintignant. Je répète, le conformiste c'était douloureux, mais c'est parce qu'il avait perdu pour des raisons privées. Mais j'ai essayé que tous apparaissent à un moment ou à un autre, qu'ils soient tous dans le livre, que tous les cinéastes, enfin tous, les plus importants apparaissent tous, voilà, qu'il y ait une espèce de somme comme ça. J'ai pas répondu à ta question sur Kassovitz et Cédric. Voilà, tu disais qu'ils auraient pas pu se rencontrer ailleurs que l'un étant comme cinéaste et l'autre comme acteur. Et ben en effet, et ça s'est mal passé. Et pourtant c'est un beau film, Vie sauvage, c'est un beau film et c'est pour moi la plus belle performance d'acteur de Mathieu Kassovitz. Voilà. Et puis tout est affaire de subjectivité. Donc à partir de tout est affaire de subjectivité. Il faut l'accepter. Schneider, Adjani, Delon et les autres, 50 éclats de cinéma, c'est édité chez Marest. Hein. Il est encore disponible ce livre, c'est écrit par Jérôme Desté. Merci à toi d'être toujours présent. Merci à toi surtout de m'inviter à chaque fois, c'est sympa, j'aime bien parler avec toi. C'est réciproque. En tout cas, merci à toi. Je vous invite, celles et ceux qui ont vu cette émission, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Cliquez dessus, vous tomberez sur le site de Marest et en particulier sur la page dédiée au livre. Merci à toi, Jérôme Desté, et puis à très vite. À bientôt à tous. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.